et internationale, connectée 24 heures sur 24. Bienvenue dans le focus du jour. Laurent Gbagbo a rendez-vous avec les juges de la CPI ce mardi. Une première audience de confirmation des charges pour déterminer si l'ancien président ivoirien sera ou non jugé à La Haye, à Abidjan. Cette comparution a créé quelques tensions le week-end dernier après l'interdiction d'une manifestation de sympathisants de l'ancien chef d'État. Mais qu'en est-il au juste des Ivoiriens qui se sont réfugiés au Libéria? Ils étaient 150 000 au plus fort de la crise post-électorale. Ils avaient fui les combats ou les représailles des forces pro-Ouattara. Près des 2 tiers d'entre eux sont aujourd'hui rentrés, mais cet exil a eu de lourdes conséquences. Reportage tout de suite de notre correspondante Maureen Grégoire. Ils attendent les derniers documents pour pénétrer dans leur pays. Ils sont près de 400 ce jour-là. Ils chantent la joie du retour après 2 années d'exil au Libéria. Moi, je suis sur mon territoire ivoirien. Je suis content, je suis dans la joie. Lorsqu'on a traversé le pont, je me suis senti dans la sécurité. La sécurité, condition indispensable pour persuader ces villageois de rentrer après le traumatisme des combats. À peine débarqués des camions, ils ont le sourire aux lèvres, une émotion sur laquelle souhaite miser le HCR pour convaincre ceux qui hésitent encore. Nous allons constituer un petit groupe parmi vous, retourner au Libéria pour que vous puissiez expliquer à ceux qui sont encore là-bas et qui doutent que le pays va bien et qu'il faut qu'eux aussi rentrent au pays. Le HCR et ses partenaires assureront les premiers besoins, mais ces paysans devront tout reprendre à zéro. Pour ceux qui sont des planteurs, toute leur plantation est partie. Concernant les habitations, tout est déjà brisé. C'est vraiment difficile pour tous ceux que vous voyez là, pour vivre ici. Les plantations, le principal problème lié à cet exil prolongé. Quand Forêt et Bertin sont rentrés du Libéria, un Mossi, un Burkinabé, avait pris possession de leurs champs. Quand on venait, nos voisins ont pris notre forêt pour vendre aux Mossi. Et quand nous sommes arrivés, on ne peut même pas rentrer au campement ici. Le café a été remplacé par du cacao. Ces paysans sont désespérés. Ce champ était leur seule source de revenus. Il faut les ONG pour quand même nous donner un peu de quoi à manger. Sinon, sans ça, on ne peut pas manger. Parce que si le campement est occupé par les étrangers, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la mort qui arrive. Les étrangers, des travailleurs burkinabés qui s'installent à quelques mètres de là. Ils sont en train de construire un campement dans notre parcelle. Envoyés par l'acheteur pour cultiver ces parcelles, ils sont des dizaines, dont beaucoup d'enfants. Eux ignorent tout du litige, mais leur présence crée des tensions. Ils ne sont pas responsables, d'accord, mais chaque fois, devant la justice, on dit que nous, la gendarmerie, nous, devant la chef de village, on dit que la place n'appartient pas à l'un Peter. Il va rester aussi, ça peut faire des complications. Depuis la fin de la crise, ces terres fertiles attirent les convoitises. Des bandes armées ont même pris d'assaut des forêts classées. Pour éviter le pire, les préfectures de la zone tentent de régler ces litiges fonciers. Après avoir fui les combats, cette dame a retrouvé 14 travailleurs burkinabés sur son champ, alors qu'elle n'en avait embauché que 2. Aujourd'hui, un accord sera trouvé, mais avec le retour en masse des réfugiés, les conflits vont se multiplier. Nous sommes conscients de la situation. Les dispositions sont prises pour régler au mieux ces problèmes. C'est surtout pour éviter les affrontements intercommunautaires, même des affrontements entre les membres d'une même famille. Ils sont encore 60 000 Ivoiriens de l'autre côté de la frontière. La plupart sont des propriétaires terriens. Alors, on retrouve tout de suite, au temps de ce reportage, notre correspondante en Côte d'Ivoire, Maureen Grégoire. Bonjour Maureen. Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui ces réfugiés que l'on vient de voir dans notre reportage? On a bien compris qu'ils étaient partagés entre la joie de retrouver leur terre et en même temps cette grande incertitude. Alors c'est d'abord un grand soulagement pour tous ces réfugiés. Pour beaucoup, ils ont passé près de 2 ans sous des tentes au Libéria, à ne pas pouvoir travailler, des tentes communautaires avec plusieurs familles. Donc voilà, d'abord, ils rentrent enfin chez eux, mais c'est vrai que de nombreuses questions se posent, notamment est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver leur maison? Beaucoup de villages ont été détruits pendant la crise, et tant que les réfugiés n'étaient pas là, eh bien personne ne les a reconstruits. Et vont-ils aussi retrouver leurs champs? On l'a vu dans le reportage, eh bien, il y a beaucoup de champs qui ont disparu pendant leur absence. Alors, tous
ces réfugiés là se demandent donc s'ils pourront avoir accès à de la nourriture, parce que s'il n'y a pas de champs, il n'y a pas de revenus. Ceux qui sont rentrés par le HCR auront une aide alimentaire, une aide au retour, mais ceux qui sont rentrés par leurs propres moyens, et ils sont beaucoup, eh bien eux se retrouvent sans rien. Alors ces conflits fonciers, ces champs qui ont été pris par les voisins, c'est un phénomène qui est d'une grande ampleur dans cette région, dans la région de l'Ouest, et les chefs des villages se retrouvent dépassés, des chefs de village qui dénoncent des rumeurs propagées par ceux-là même qui vendent les champs des réfugiés, des rumeurs d'instabilité en Côte d'Ivoire qui empêchent ces réfugiés de rentrer chez eux, ce qui permet eh bien, à ces voisins villageois de continuer de commettre leurs forfaits. Alors c'est vrai qu'on doit le dire, eh bien, la situation s'est considérablement apaisée dans l'ouest du pays. Les exactions qu'on a pu voir il y a encore 6 mois, notamment commises par des militaires ivoiriens, eh bien, on n'en entend plus parler. Les relations se sont vraiment apaisées entre les villageois et les SACI, les militaires ivoiriens. Alors, il va bien falloir que ces réfugiés rentrent, c'est en tout cas ce à quoi les appellent les chefs de village, pour qu'ils puissent se rendre compte de l'ampleur du problème. Et évidemment, il y a ces sous-préfectures qui tentent de régler tous ces litiges fonciers, mais les sous-préfectures qui sont parfois débordées et qui n'ont pas forcément les moyens d'appliquer les décisions. Madeleine, qu'on voit dans le reportage, eh bien, c'est la deuxième fois qu'elle vient à la sous-préfecture de Gloloquin, et jusqu'à présent, les travailleurs burkinabés sont toujours sur son champ. Pour en revenir à Laurent Gbagbo, il fait face donc aujourd'hui au juge de la Cour pénale internationale. Quel est donc l'enjeu pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et puis surtout, vous qui les avez rencontrés, qu'attendent les Ivoiriens de cette étape devant la justice? Alors, cette audience de confirmation de décharge de Laurent Gbagbo polarise encore les deux camps politiques, pour Ouattara et pour Gbagbo, ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu des échauffourées le week-end dernier entre des partisans de Laurent Gbagbo qui voulaient organiser une manifestation de soutien à l'ancien président, et une manifestation qui a été interdite. Alors, on l'a vu, on le voit ici, cette audience de Laurent Gbagbo eh bien, anime les tensions avec son parti politique, le FPI, qui demandait tout simplement une amnistie générale pour participer aux élections locales à venir, ce qu'Alassane Ouattara a refusé. Alors c'est vrai que cette comparution de Laurent Gbagbo, eh bien, pour l'instant, c'est le seul à avoir subi des poursuites judiciaires de la part de la CPI, personne du camp d'Alassane Ouattara, et c'est un peu à l'image de ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il y a environ 150 personnalités de l'ancien régime qui sont sous le coup de procédures judiciaires en Côte d'Ivoire.